Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à notre dernière webconférence du cycle Accessibilité alimentaire et AMAP qui a démarré en novembre dernier. Et donc, c'est le 8e rendez-vous des premiers mercredis du mois sur les questions d'accessibilité alimentaire en AMAP et dans le mouvement plus largement. Ce soir, la thématique, c'est parlons chiffres, parlons argent. On s'est posé la question de qui finance la solidarité et quels sont les enjeux financiers sous-jacents de nos initiatives et de la solidarité alimentaire. Quelles pistes de financement éthique pour nos initiatives en AMAP? Donc ça, c'était les grandes questions qu'on avait imaginées finalement en juillet dernier. Mais depuis un an, en fait, on explore un grand nombre de questions autour des inégalités alimentaires et moyens d'action collectifs pour permettre une alimentation durable et donc une alimentation accessible à toutes et tous, de qualité et rémunératrice du travail des paysans. Et finalement, depuis à chaque rendez-vous, on a parlé d'argent. Par bien autour des projets présentés, autour des problématiques d'inégalité alimentaire et des inégalités économiques dans la population. On a mis le doigt sur des logiques dominantes du système de dons alimentaires et qui mobilisent d'énormes ressources financières et qui a bien des limites. On y reviendra un petit peu sur ces questions macroéconomiques de grands chiffres. On s'est posé la question du don, de la gratuité, du tarif réduit, de quelle participation financière des bénéficiaires ou des personnes bénéficiant de dispositifs d'appui leur permettant d'accéder à des denrées alimentaires de qualité. On est allé jusqu'à aussi une présentation, c'était dans les Hauts-de-France aussi, d'un système d'échange local. On a abordé aussi rapidement des thèmes de monnaie locale. On a questionné aussi ce soir, et ce soir on va approfondir ça, les mécanismes financiers de dispositifs solidaires au sein d'initiatives collectives. On a parlé par exemple d'argent quand il y a eu une présentation du réseau VRAC, qui est les épiceries qui fait de l'achat groupé dans des quartiers prioritaires, et ils nous ont présenté leur financement, ils nous ont partagé en tout cas des éléments sur leur financement. On a questionné aussi à chaque fois aussi comment on finance l'ingénierie, l'accompagnement social et collectif de ces projets. Et surtout, on se pose la question d'aujourd'hui de cette quelle diversité de financement possible et quelle éthique avoir au regard de aussi la diversité des financeurs qui agissent et qui proposent de soutenir financièrement des initiatives. Et surtout, il y a un enjeu de s'interroger depuis plusieurs mois et de continuer à le faire sur le sens de nos actions collectives. Donc, est-ce que dans nos initiatives en AMAP ou en partenariat avec un ensemble d'acteurs locaux, est-ce que ce sont des petits pansements bio et locaux accessibles à quelques personnes en précarité alors qu'il y a un système alimentaire défaillant et des pouvoirs publics qui réduisent depuis quand même un certain nombre d'années les budgets. Et puis, alors que là, il y a une montée des acteurs privés, de la philanthropie, qui prennent de plus en plus un rôle important dans le financement de la solidarité, voire de nouvelles parts de marché aussi. On a beaucoup parlé des questions du marché alimentaire. Et du coup, là, ce soir, on vous propose de mettre les pieds dans le plat des questions financières en, à partir de 3 interventions. Donc, en démarrant par un témoignage de Céline Reguski du réseau des AMAP des Hauts-de-France, qui ont développé autour de leur dispositif de panier. Panier, donc elle nous racontera ce que c'est, dispositif de panier solidaire avec des partenaires, les Cocagnes et les Bio, où ils ont mis en place
tout un projet autour de collecte de fonds et ils ont toute une démarche depuis plusieurs années de réflexion autour du financement de ces paniers solidaires. Donc voilà, on s'est dit, on va parler d'argent, il faut commencer par une initiative concrète, une démarche d'un réseau. Et puis après, Marilyn, qui est par là, ouais. Elle nous présentera un petit peu, on a essayé de faire une synthèse de ce qu'on a observé depuis 8 mois dans les AMAP et les réseaux d'AMAP sur les modes de financement ou de cofinancement de dispositifs de paniers accessibles. Voilà, donc on a essayé on commence à essayer de formaliser un petit peu des grandes logiques. Et puis elle parlera aussi d'enjeux de questions juridiques et fiscales liées à ces financements. Et pour prendre un peu de la hauteur, Marc, du labo de l'ESS, nous apportera des éclairages sur les grands chiffres de la solidarité alimentaire. Et surtout, vu que c'est notre dernière webconférence, on souhaite ouvrir sur les pistes de financement et des propositions pour une alimentation durable et accessible. Et donc, voilà, avec un éclairage sur plusieurs propositions qui sont au-delà de nos petites initiatives en AMAP qui peuvent être grandes, mais qui ne répondent pas peut-être à des enjeux globaux et nationaux. Et du coup, voilà, c'est d'essayer d'ouvrir ce champ-là. On va prendre à chaque fois 30 minutes avec 10-15 minutes de questions, d'intervention et de témoignages, et puis le temps de questions-réponses avec vous et de discussion. Ce que j'ai pas dit, c'est que si cette web conférence est organisée par un groupe de travail interrégional qui s'appelle le GT Accessibilité du Miramap, où il y a plusieurs membres qui sont là ce soir, et j'en profite pour remercier le groupe de travail pour cette année de cycle de rendez-vous mensuels, parce que ça a été des moments passionnants et on donnera 2-3 éléments de piste en conclusion sur la suite qu'on imagine ou qu'on aimerait construire. Voilà dans les grandes lignes. Et Bénédicte, ce soir, prendra des notes et j'en profite pour partager un pad où on prend des notes. Et si vous le voulez, vous pourrez aussi y accéder. Sachant qu'on demande à ce qu'il n'y ait pas d'écriture collaborative. Donc, sinon, c'est compliqué pour celui qui prend des notes. Voilà. Il peut y avoir des compléments ou des petits apports, mais voilà. Voilà dans les grandes lignes pour ce soir. Et on attaque directement. Chacun des intervenants a prévu un PowerPoint ce soir, donc avec pas beaucoup de slides. Donc, Céline va nous partager son PowerPoint et tu vas nous raconter un petit peu ce qui se passe dans les Hauts-de-France autour du dispositif panier. D'accord. Et si tu peux juste te présenter, voilà, qui tu es. Bah oui, avant de mettre un slide devant la tête de tout le monde. Tout à fait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Céline Regulski, je suis animatrice au réseau des AMAP Hauts-de-France, donc de la région Hauts-de-France, depuis 2016 maintenant. Effectivement, depuis que je suis arrivée en poste, au réseau des AMAP et avec d'autres partenaires, ces questions d'accessibilité, ça nous travaille. Ça fait des années qu'on en parle et donc voilà quoi. À 3 partenaires régionaux, on s'est lancé dans un gros dispositif avec du coup ce qu'on appelle un modèle économique qui est particulier et qui fera l'objet principal de mon intervention. Mais du coup, histoire juste d'introduire un peu le propos. C'est bon, vous voyez? Si personne ne réagit, c'est que c'est oui. Si. Parfait.
Bon, par contre, tu ne veux pas lancer le diaporama. Bon, bah, tant pis pour lui. Juste en quelques mots, vous présentez quand même ce que c'est que le dispositif panier. Donc en fait, panier, c'est un acronyme qu'on a mis 5 minutes à trouver. C'est ça qui était génial à l'époque. Ça signifie pour l'accès à une nourriture inclusive, écologique, régionale et solidaire. Et donc c'est un projet de la région, enfin en région Hauts-de-France. Donc c'est un dispositif qui, de 1, propose de lever des freins à l'alimentation durable en distribuant des paniers de produits bio et locaux à moindre prix à des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Mais c'est au-delà de proposer des denrées alimentaires à un prix moindre, on propose aussi, attention, on n'impose pas, un accompagnement global pour ne pas être qu'un dispositif d'aide alimentaire, d'aller plus loin. Et donc, en fait, les usagers des paniers, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement qu'on a appelé accompagnement au changement d'habitude alimentaire, mais c'est très large, en fait. Donc, il y a autant des ateliers de sensibilisation qui peuvent aller de techniques culinaires, d'équilibre alimentaire à la lecture des étiquettes, par exemple. Des temps de formation, des temps de découverte. On propose, par exemple, aux personnes qui le souhaitent, des visites de ferme, des choses comme ça. Et les objectifs de tout ça, c'est vraiment d'accroître l'autonomie alimentaire de chacun et de chacune pour que chacun et chacune ait plus de clés pour faire des choix appropriés à ses besoins, à ses moyens, et qui puisse faire tous ces choix en prenant un peu plus en compte ou mieux en compte les enjeux en fait qui sont liés à son alimentation, qui peuvent être des enjeux de santé mais aussi d'environnement. Donc ça, c'est le gros projet du dispositif panier. De manière concrète, le dispositif panier, en fait, c'est 3 associations de dimension régionale. Donc il y a Amapo de France, qui a une dimension régionale. Il y a Bio en Hauts-de-France, qui est en fait le GAB, ils sont en lien avec la FNAB au niveau national. Donc c'est un regroupement d'agriculteurs bio qui est aussi à la taille des Hauts-de-France. Et enfin, notre 3e partenaire, c'est les jardins de cocagne qui sont présents en région Hauts-de-France. Donc ces 3 partenaires qui en fait se connaissent depuis de très longues années, qui depuis de très longues années se rencontrent régulièrement, se croisent régulièrement dans différents lieux, parce que ces 3 partenaires qui ont des pratiques de panier solidaire depuis plus longtemps en fait que le dispositif panier. Et dans les années 2016-2017, on a commencé à échanger autour aussi des difficultés, des freins qu'on avait dans la mise en œuvre de nos actions de panier solidaire. On s'est rendu compte aussi qu'on avait une philosophie, une éthique et des objectifs communs en fait dans nos actions de panier solidaire. Du coup, on s'est dit, si on crée un projet à 3, entre guillemets, pour essayer de mutualiser nos expériences, nos forces, essayer aussi de mobiliser un plus grand nombre d'acteurs dans les différents coins de la région et d'essayer de structurer, renforcer, déployer et financer mieux que ça ne l'était les paniers solidaires. Voilà, c'était ça l'origine de ce projet. Donc ce projet, il a été lauréat au PNA dans la catégorie justice sociale, ce qui nous a permis d'avoir du temps et un peu d'argent pour vraiment structurer et organiser notre projet sur les années 2018 et 2019. Parce que ce projet-là, au-delà de vraiment se partager, enfin, entre guillemets, chacun agit dans plusieurs territoires un peu partout dans la région, chacun propose des choses, chacun va voir toutes les collectivités territoriales pour essayer de les sensibiliser à tout ça. Mais en plus de ça, on s'est créé, entre guillemets, un modèle économique qui est particulier. Donc, je vous montre le schéma de ce modèle économique. J'espère que c'est suffisamment clair. Au besoin, on a un site internet où on réexplique tout ça. Donc, c'est un modèle économique qui est dit hybride. Pourquoi hybride? Parce qu'en fait, on fait appel pour la mise en œuvre de notre projet à des fonds à la fois publics et des fonds privés. Donc, les fonds publics, eh bien, potentiellement, il peut y avoir des institutions qui financent la mise en œuvre du dispositif, des collectivités territoriales aussi. Les fonds
dit privé. Alors, il y a un élément sur lequel tous les partenaires du dispositif panier sont d'accord, c'est que dans le cadre du dispositif panier, les usagers, les personnes qui vont recevoir des paniers, elles participent financièrement, un minimum. En tout cas, à l'achat de denrées alimentaires, ça c'est sûr et certain. Dans une certaine mesure ou sous certaines formes, elles peuvent participer aussi à la prise en charge financière de l'accompagnement que leur proposent les structures relais. Alors tout de suite, je vous dis, structure relais, c'est qui, c'est quoi. Les structures relais, en fait, nous, on souhaite absolument, vraiment, dans notre dispositif, qu'il y ait des structures relais, entre guillemets, qui participent à la mise en œuvre du dispositif. Pour vous donner des exemples de structures relais avec qui on travaille actuellement, on travaille avec beaucoup de centres sociaux, on travaille avec des CCAS, on commence à explorer des choses avec d'autres structures relais, les épiceries solidaires aussi, peut-être le secours populaire. Bon, voilà, des gens dont c'est le métier, en fait, de proposer aussi de l'accompagnement. C'est pas notre métier à nous, les 3 partenaires régionaux. Donc voilà, on veut vraiment s'associer avec eux à chaque fois et faire les choses avec eux. Nous, entre guillemets, les 3 partenaires dans ce schéma-là, on est entre guillemets les structures coordinatrices. Donc, fonds privés, je reprends, excusez-moi, il y a les usagers qui participent financièrement et on s'est aussi créé quelque chose, rien que pour nous, rien que pour notre projet. On s'est créé un truc qui s'appelle un fonds de dotation. Fonds de dotation, je vous redis très vite après, c'est quoi, en quoi ça consiste. Mais donc, ça permet, ce fonds de dotation, d'injecter des fonds d'origine privée pour l'achat de denrées alimentaires, pour le financement de l'accompagnement par des structures relais. C'est ça vraiment son objectif à ce fonds de dotation. Notre modèle économique, pour le compléter, les 3 structures coordinatrices qui sont Bio en Hauts-de-France, AMAP Hauts-de-France et les Jardins de Cocagne Hauts-de-France, elles coordonnent le projet, elles donnent du temps de travail, des compétences au projet, elles proposent des temps d'atelier, des temps de formation, des temps aussi de comité de pilotage, des temps de partage d'expérience entre les paysans, entre les usagers, entre les professionnels des structures relais, etc., etc. Donc le temps de travail qu'on consacre à la mise en œuvre du dispositif panier, eh bien, on fait en sorte que soit les collectivités territoriales, soit certaines institutions, en fait, eh bien, participent à la mise en œuvre du dispositif et financent notre temps de travail et d'ingénierie. Voilà, pour le gros modèle économique. Ce petit explicatif-là, il se retrouve à la fois sur notre site internet et s'il y a des personnes qui veulent le revoir, le retrouver, il n'y a pas de souci, on pourra le donner. Donc, sur un point un peu plus précis, cette histoire de fonds de notation. C'est quoi un fonds de notation? Alors en fait, pour nous, le fonds de notation, pour notre projet, c'est pour nous vraiment un outil collectif qui est visé à la sécurisation financière de notre projet panier. De manière juridique, légale, un fonds de dotation, en fait, c'est un organisme de mécénat, c'est une association qu'on crée, loi 1901, mais qui est particulière parce qu'en fait, elle est destinée à réaliser ou à aider un autre organisme à but non lucratif à réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général. Les fonds de dotation, ils ont été créés par une loi de 2008, qui est la loi de modernisation de l'économie. C'est des associations de loi 1901. C'est des associations, en fait, dont la particularité, c'est qu'elles peuvent recueillir des dons de personnes privées. Donc, ça peut être tout citoyen, ça peut être une autre association, ça peut être une entreprise. La particularité du fonds de dotation, c'est que par son objet d'intérêt général, chaque don qu'il reçoit, il est défiscalisable pour le donateur, à hauteur de 60%. Du coup, on s'est créé ce fonds de dotation qui peut recevoir des dons défiscalisables. L'objet de notre fonds de dotation, c'est de contribuer financièrement
à la mise en œuvre de notre dispositif panier en région Hauts-de-France. C'est son seul objet. Le fonds de dotation panier, on a travaillé un certain temps pour déjà choisir quel outil on allait prendre et puis comment on allait le créer, quelle particularité il allait avoir. Faut savoir que les fonds de dotation, c'est dans le très court petit texte que je vous ai mis là sur la slide, c'est soit il réalise, soit il aide un autre organisme à but non lucratif à réaliser. Il y a 2 types de fonds de dotation en fait en France. Nous, ce qu'on a choisi, c'est qu'on a créé un fonds de dotation qui est en capacité de réaliser. C'est ce qu'on appelle un fonds de dotation opérateur. On les appelle comme ça. Donc, le fonds de dotation lui-même peut agir pour la mise en œuvre du dispositif panier. On a créé des statuts à ce fonds pour qu'il puisse faire ça. On a essayé de réfléchir à moyen et à long terme aussi pour ce fonds de dotation. Ce qu'on a aussi potentiellement prévu, c'est que ce fonds de dotation, s'il en a besoin pour réaliser ses missions, eh bien, il pourra être employeur. Pour l'instant, il ne l'est pas. Mais voilà, si sa fonction, ses missions, etc., deviennent très importantes et que les 3 structures qui l'ont créé n'arrivent plus à porter le poids de son fonctionnement, il pourra devenir un fonds de dotation dit employeur. Par rapport à, ça c'est plutôt les infos générales entre guillemets sur c'est quoi un fonds de dotation, c'est quoi sa nature juridique. Donc c'est une association de loi 1901. Il faut donc créer des statuts. C'est encadré quand même par la loi, cet objet juridique-là. On ne peut pas tout faire avec un fonds de dotation. Voilà. Et oui, il y a un frein lors de la création du fonds de dotation, qui n'est pas un frein anodin. Un fonds de dotation, pour qu'il puisse être créé, fonctionner, donc faire des appels aux dons, la loi oblige à ce qu'il ait ce qu'on appelle une dotation initiale. Grosso modo, qui est une somme d'argent qui soit initialement, qui appartient au fonds de dotation. Cette dotation initiale, le montant aujourd'hui est fixé par décret à 15 000 euros. Donc au départ de la création d'un fonds de dotation, il faut avoir 15 000 euros. Voilà. Ça, c'est une autre particularité qui, pour certains projets ou pour certains opérateurs, mais ça peut être un sacré frein, quoi. 15 000 euros, ça ne se trouve pas n'importe comment, n'importe où. Voilà, donc ça c'est vraiment plus les infos sur qu'est-ce que c'est qu'un fonds de dotation. Je peux arrêter hop, le petit partage. Voilà. Si tu peux remettre aussi ta caméra. Ouais, il faut juste le temps qu'elle se remette en route. Je suis désolée, des fois c'est un peu lent. Donc ça, c'était vraiment de l'info brute, mais je voulais un peu aussi vous donner en quelques minutes pourquoi on a créé un fonds de dotation et finalement un peu quand même notre retour d'expérience de cette histoire-là, de ce modèle économique hybride. C'est pas qu'une histoire de on crée un truc là, mais ouais, on a fait le choix d'un modèle économique hybride, quoi, de faire appel à des fonds privés. Alors pourquoi on l'a souhaité ce truc-là? Clairement, on s'était dit les trois associations là, même si on arrivait à sensibiliser des collectivités territoriales et des institutions, donc à avoir des financements publics pour la mise en œuvre de nos paniers solidaires, à certains moments, alors parfois ça durait que quelques mois, on se retrouvait coincé financièrement. Parce que le calendrier des versements ou des demandes de subventions, c'est pas forcément le calendrier de livraison de panier. C'est pas le même. Il peut y avoir des périodes de trous. Parce que certains financeurs avaient des compétences et puis avec la loi NOTRe, avec certaines autres grandes législations, ils avaient perdu cette compétence-là. Comme donc qui les départements, ils commençaient à avoir, ils arrivent toujours à trouver des lignes, ceux qui ont vraiment envie. Mais là où c'était plus simple, plus clair, plus cohérent pour eux il y a quelques années, c'est moins simple pour eux de justifier de financer ce type d'action-là.
plus sur l'aspect du coup aussi verser une partie du coup des denrées alimentaires que verser de l'argent pour pouvoir payer l'ingénierie. On a 2 départements qui trouvent le moyen en région Hauts-de-France sur 5 départements. Mais enfin voilà, c'est pas toujours simple pour eux. Donc, c'est effectivement essayer de pallier des fois, soit à des carences dues au calendrier, soit à des carences dues à leur niveau de compétence des collectivités territoriales. C'était aussi lisser un peu cet effet-là de des fois, on a la somme d'argent et puis après, il faut attendre 6 mois pour avant la seconde vague, voilà. Et deuxième élément, on s'était dit, ça va peut-être aussi nous permettre de renforcer et de déployer en fait ce qu'on fait déjà actuellement, d'aller plus loin, d'aller au-delà. Parce que même s'il y a des collectivités territoriales qui nous soutiennent et qui nous suivent, il arrive un moment où ils ne peuvent plus augmenter le budget. Ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, alors qu'on sent que dans des territoires, il y a de plus en plus de familles qui ont envie de participer à ce genre de dispositif. Donc voilà, on s'est dit, hybridation, pourquoi lisser les effets un peu compliqués d'avoir que du financement public et gagner en puissance, entre guillemets, gagner un peu en force, c'est bête, mais en somme d'argent qu'on a derrière et donc qu'on peut allouer au projet. Du coup, la réussite, c'est qu'on a réussi à le créer, ce fonds de dotation, parce que c'est quand même un bon travail, quoi. Faut pas faire les choses à moitié, je pense. C'est quand même quelque chose de sérieux. C'est quand même une association qui doit rendre des comptes parce que peut y avoir des gens qui lui font des dons. Ouais, faut être transparent, clair et honnête avec qu'est-ce qu'on fait de vos dons. Faut pas faire les choses à moitié avec ce genre de truc-là. Bon, comme avec une subvention publique, bien sûr, mais là, ça multiplie le nombre de personnes qui participent financièrement, forcément. Donc, on est content d'avoir réussi à le créer, d'avoir réussi à rassembler la dotation initiale aussi. C'était pas si simple que ça. Par contre, clairement, dans notre projet partenarial, alors, comme je vous dis depuis le début, les 3 structures se connaissent de longue date, elles échangent de longue date sur cette thématique-là. Donc, tout ce qui était de l'ordre de l'interconnaissance des 3 opérateurs, on y était, on l'avait entre guillemets. Et on savait qu'on avait des objectifs communs, en tout cas dans ce type de dispositif-là. D'ailleurs, notre dispositif, on a coécrit une charte à ce dispositif-là. Par contre, clairement, les 3 opérateurs que nous sommes, on a découvert le monde fabuleux de faire une campagne de dons. Faire une campagne de dons, on ne savait pas faire, soyons honnêtes. Et d'autant plus envers le monde des entreprises. On ne savait vraiment pas faire. On a eu un peu des difficultés à trouver des gens qui pouvaient nous accompagner dans ces démarches-là. Les 3 opérateurs sont tout à fait d'accord. Hein. On se souvient d'un atelier qui nous avait été proposé dans le cadre de notre accompagnement par la DRAF. Et ça a été vraiment, c'est tombé à l'eau, quoi. C'est tombé à côté. Ça nous a pas apporté quelque chose. On avait aussi essayé d'organiser un moment de présentation de notre dispositif aux entreprises qui sont plutôt dans le réseau de l'économie sociale et solidaire en Hauts-de-France. Il y a une structuration des entreprises et des associations de l'économie sociale et solidaire en Hauts-de-France qui s'appelle l'APES. Et donc, du coup, on a essayé de voir avec eux pour vraiment présenter notre dispositif, essayer de valoriser le pourquoi du comment ça peut être intéressant pour une association, une entreprise de nous faire un don. Et clairement, les retours de cette première rencontre-là, de la toute première rencontre, c'est vous n'êtes pas prêt à présenter ça à une entreprise, même si elle est issue de l'ESS. Donc voilà, c'est pas dans nos habitudes. C'est quelque chose de différent et c'est pas si simple que ça en fait. Et autre élément aussi, qui est au fil des réunions, j'ai revérifié, on a mis plus d'1 an à se mettre d'accord, les 3 partenaires, sur l'éthique des entreprises donatrices.
Si une entreprise donatrice qui a une éthique radicalement opposée à la nôtre souhaite nous faire un don, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous a pris un an de débat. Et Mais donc, enfin vous voilà, faites quoi? on a trouvé un consensus. Donc, de toute façon, on ne peut pas refuser un don. Parce qu'on s'est lancé dans la création d'un fonds de dotation. Il faut qu'on soit honnête et franc avec nous-mêmes. Voilà, si on crée un fonds de dotation, on ne peut pas dire stop à l'entrée d'un don. Voilà. Par contre, pour ce qui est d'un souhait, d'une demande, d'une contrepartie, là, on posera nos conditions. Et on ne sera pas d'accord avec toutes les demandes de contrepartie. Et ça, on s'est mis d'accord collectivement. Et on s'est mis d'accord aussi, entre guillemets, sur dans quel sens, de quelle manière, enfin, quels éléments nous servent à dire ce type d'entreprise-là, à notre sens, est trop éloigné de notre éthique ou pas. Voilà. On s'est mis aussi d'accord sur ces petits éléments-là, les 3 partenaires. Mais oui, ça a été un très, très, très long débat. Aujourd'hui, on est arrivé à un consensus. Faut espérer que le consensus tienne si un jour on a effectivement un don faramineux d'une entreprise qu'on n'aime pas du tout, parce qu'on en a certaines en Hauts-de-France. La famille Mullier, dans son entièreté, habite par chez nous. Enfin, ils habitent en Belgique, mais voilà, par exemple. Donc voilà, ça fait partie des 2 grands trucs où on s'est lancé dans un modèle économique hybride où on fait appel à des fonds privés, mais on ne savait pas comment faire une campagne de dons. Et puis finalement, on s'est très longtemps posé la question de et si un jour on a un don qui nous plaît pas trop, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, dont le donateur nous plaît pas trop. Après, l'un des freins aussi, mais ça c'est peut-être dû aussi à l'ambition du projet. C'est un projet régional avec 3 structures qui sont de taille régionale. À certains moments, on n'est pas très rapide, mais c'est parce qu'on a toutes et tous des emplois du temps déjà bien chargés. Donc le projet, des fois, il avance à son rythme, quoi, qui est le rythme aussi du temps qu'on peut dégager pour ce projet-là. Du coup, il y a une question. Oui. C'est à l'heure d'aujourd'hui, voilà, tu disais que vous avez lancé une campagne de dons, recherché des financements d'entreprises. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont donné? Est-ce que, voilà, ça a permis de lever des fonds nécessaires à soutenir combien de paniers? Et quelles sont donc les entreprises qui ont donné? Est-ce que vous avez un devoir de confidentialité ou à l'inverse, ils sont preneurs d'en faire leur publicité? Enfin, voilà. Quelle proportion cela représente-t-il sur les 15 000, les 15 000 quoi, pardon, Eric? Euros? Par rapport à la dotation initiale, qu'est-ce qu'on a déjà reçu? Non, entre les privés et les entreprises, quelle Ah, est la proportion des dons? entre les citoyens et les entreprises. Les 15 000 euros, c'est les 3 membres fondateurs qui les ont trouvés. C'est Amapo de France, Bio en Hauts-de-France et les Jardins de Cocagne de la région Hauts-de-France. Ça a La permis dotation voilà, mettre la dotation initiale et ouais. après, ça a permis de lever En d'autres tout cas, de financements. lancer la campagne de dons. Ok. Enfin, voilà. Oui, pareil, pardon, excusez-moi. Par rapport à un fonds de dotation, à chaque fois qu'il veut faire une campagne de dons, il doit en demander l'autorisation à la préfecture. Voilà, c'est aussi un des trucs administratifs dont il faut avoir conscience. Sachant que, alors nous déjà, on a choisi notre siège social de fonds de dotation en fonction de la préfecture la plus cool des 5 départements. Voilà, stratégie numéro 1. Et stratégie numéro 2, notre campagne de dons,
de l'année 2021. On a dit qu'elle débutait, parce qu'on n'était pas prêt au 1er janvier, mais qu'elle débutait au 15 février 2021 et qu'elle se terminait au 31 décembre 2021 à la préfecture. Donc, elle est en cours. Voilà. Ok. Donc, ça nous permet, ça pose pas de souci de demander l'autorisation d'une campagne de dons pour une année à la préfecture. Voilà. Après, du coup, par rapport aux questions, les entreprises donatrices, clairement, les premiers qui sont intéressés, qui s'approchent là, c'est plutôt des structures de l'ESS. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est les structures qu'on a pensé, enfin, où clairement on leur a fait une présentation, on les a contactés. Voilà. Mais pour l'instant, ils vous ont pas encore donné, quoi. C'est ça? Ouais, on est plutôt sur l'ordre de la promesse de don. Je pense qu'il y a une saison, entre guillemets, pour les dons des entreprises. C'est l'automne. C'est octobre-novembre, enfin voilà. C'est à cette période-là plutôt de l'année. En tout cas, c'est les infos qu'on a eues. Après, je sais pas, là, à moyen terme, s'il y a d'autres choses qui vont bouger en termes Les citoyens, ils donnent d'entreprise. un petit peu? Ouais, on peut aussi. Ouais. Mais après, les citoyens, là, du coup, on leur propose vraiment ce qu'ils peuvent et ce qu'ils souhaitent. Et le don, il peut être à hauteur de 5 euros. Voilà. Donc, par rapport aux entreprises, là, pour l'instant, on n'a pas eu de demande, pas eu de contact. On va voir si ça arrive ou pas. En fait, on a 3 collectivités territoriales qui nous soutiennent financièrement. Et du coup, ils ont relayé notre campagne de dons auprès des entreprises avec qui connaissent bien. Donc voilà, je ne sais pas si ça va être utile ou pas. Je ne sais pas du tout. Je vous avouerai qu'à la rigueur, on en saura peut-être plus en décembre 2021 sur cette histoire de dons d'entreprise. Okay. Est-ce que les participants, je me permets, voilà, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à utiliser le chat ou à demander la parole en écrivant par exemple parole dans la conversation et voilà. Ah ben Marc. Il y a une question, est-ce que aussi Oui. les entreprises défiscalisent? Point d'interrogation. Voilà, Comment? C'était juste une petite précision sur les fonds de dotation qui me paraissent importants. Il existe des fonds de dotation qui sont consomptibles ou pas consomptibles. Ça, c'est important. Qui sont comment? Il existe des fonds de dotation qui sont consomptibles et d'autres qui ne le sont pas. Alors, pour préciser la différence entre une fonds de dotation et une fondation, c'est une fondation doit se constituer avec un capital minimum de 1,5 million et vit sur les résultats de ses placements financiers ou de son activité financière. La liberté, en fait, le fonds de dotation, en réalité, c'est quelque chose qui a un statut particulier. Si on regarde, ce n'est pas une association, c'est un petit peu entre l'association et la fondation. C'est-à-dire que soit elle prend comme statut fiscal, comme régime fiscal, le fait qu'elle n'est non consomptible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de puiser sur son capital. Et donc, elle doit fonctionner comme une fondation sur les résultats de ses placements financiers ou de son activité financière. Les fonds de dotation consomptibles, et ça c'est à notre portée, peuvent manger le capital, en fait le dépenser au fur et à mesure. C'est-à-dire on peut mettre 15 000 euros et se dire qu'on va les dépenser en un an, jusqu'au moment où on n'a plus d'argent. Je crois que c'est important de le savoir et c'est ça qui donne la souplesse aussi aux fonds de dotation. Ouais, tu as raison, c'est le choix qu'on a fait. Hein. Nous, le choix qu'on a fait, c'est qu'on a fait un fonds consomptible. Les dons, ils servent clairement, et la dotation initiale, leur objectif, c'est de financer la mise en œuvre du dispositif panier, rien d'autre. Il y a une question de Sylvia qui pose la question, les fonds de dotation doivent-ils investir en bourse? Elle ne comprend pas bien la notion de résultat. Il y a peut-être un mélange, une clarification à faire. Je ne crois pas que c'était le propos de Marc. Moi, je peux préciser un petit peu parce que je m'occupe de ça. Quand on collecte des sommes importantes, on a plusieurs possibilités en tant que fonds de dotation. On peut avoir une activité économique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des immeubles, on peut avoir gérer en fait des activités économiques. Mais on peut aussi placer l'argent. Alors évidemment, a priori, comme
on est conforme à l'intérêt général, on essaye d'avoir des placements éthiques. Et vous savez que les placements éthiques aujourd'hui, ça rapporte très très peu d'argent. Et d'ailleurs, si on reprend finalement l'histoire de sociétés coopératives comme la NEF, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, ça fait que les marges de manœuvre financières de banques coopératives comme la NEF sont extrêmement étroites. Et c'est la même chose pour les fonds de dotation qui ont des problématiques de placement. Voilà. Mais on n'est pas obligé de placer l'argent aussi. On fait ce qu'on veut. Il y a Jean-Valéry qui a une intervention ou une question peut-être. Ouais, du coup, j'ai pas eu la réponse si les entreprises défiscalisaient ou pas. Oui. Je te laisse répondre déjà oui. Là-dessus, et puis j'ai d'autres questions après. Ouais, alors par rapport à la défiscalisation, effectivement, toute personne privée qui fait un don, un fonds de dotation, il a un reçu fiscal. Et donc, effectivement, ça permet de défiscaliser à hauteur de 60% du montant du don. Les entreprises, attention, oui, il y a un plafond de ce qu'elles peuvent défiscaliser. Elles ne peuvent pas s'amuser non plus à faire des dons à tour de bras de milliards et de milliards et d'être totalement défiscalisées sur tout ce qu'elles ont donné, quoi. Je me posais une question aussi côté AMAP, parce que je suis plutôt investi dans les AMAP. Après, comment vous allez pénétrer au niveau des AMAP? Vous allez leur dire on a de l'argent et on peut vous financer des paniers solidaires. Comment vous allez vers les AMAP par rapport à ce comment l'action pour les bénéficiaires, quoi. Vous allez dire on peut vous financer des paniers solidaires. Vous faites quoi? Vous allez voir toutes les AMAP? Comment vous faites par rapport aux AMAP? Alors, depuis 1 an et demi, c'est compliqué d'aller voir les AMAP. Mais le projet, il est en montage depuis 2018. Donc, on en a parlé très régulièrement lors de notre Assemblée générale. On en a reparlé cette année lors de l'Assemblée générale. Du réseau? Là, du réseau des AMAP de France. Là, j'ai fait des temps d'atelier aussi autour du dispositif panier. Avant de se lancer dans le dispositif panier, on avait aussi, c'est de longue date qu'on discute avec le réseau de leurs pratiques de panier solidaire, de leurs réussites, de leurs échecs, de leurs freins, de leurs leviers. Donc nous, en fait, AMAP de France, entre guillemets, c'est proposé comme coordinateur, mais pour le réseau des AMAP et pour les paysans en AMAP. Et du coup, après, au-delà de coordonner la dimension un peu régionale statutaire du dispositif, on s'engage nous aussi à proposer, en tout cas, à accompagner les AMAP et les paysans en AMAP qui ont envie de s'engager dans des pratiques et des démarches de panier solidaire dans leur territoire. Du coup, c'est plutôt pour l'instant les animatrices salariées du réseau AMAP Hauts-de-France qui proposent cet accompagnement-là. Mais on sait aussi que sur certains territoires, on a des bénévoles du réseau qui commencent à être très bien informés du dispositif et qui pourront faire des choses aussi inter-AMAP, quoi. Ou les paysans entre eux, ou des choses comme ça. J'ai un trio de paysans pas loin de Douai, là, par exemple, qui depuis quelques années fait du panier solidaire. C'est 2 paysans en AMAP et un paysan qui n'est pas en AMAP. Et du coup, ils s'organisent à 3 pour faire avec un centre social et une épicerie solidaire de Douai des paniers solidaires. Et puis j'ai une dernière question, mais plus sur le fond des choses. Je me demande si ces actions sont, quand on les regarde comme ça, sont plutôt chouettes, mais je me demande si on n'est pas en train de se substituer au service de l'État ou du département, en tout cas de l'État, à travers ses départements et ses régions aussi. Et finalement, on défiscalise tout ça, donc c'est de l'argent qui sort, qui ne va pas dans l'État et qui va finalement... Ça me pose question, voilà, des entreprises qui défiscalisent, ou des gens qui ont beaucoup d'argent se disent plutôt que voilà, finalement c'est de l'argent qui ne rentre pas à l'État et finalement c'est tout le monde qui doit devoir compenser. Enfin, moi je fais partie aussi des citoyens qui considèrent que l'impôt n'est pas quelque chose de négatif. Voilà. Et puis juste, j'en terminerai là-dessus.
disais qu'on accepte tous les dons. Moi, qu'est-ce que vous allez faire quand Bayer la fondation Bayer ou Monsanto, enfin, elle n'existe plus, mais va vous proposer un don, vous allez faire quoi? Est-ce que la fourchette est assez grande pour manger avec le diable? Ouais. Clairement, on est humble. Ils feront jamais de dons. Si on a des entreprises qui nous font des dons, franchement, je vais être très honnête avec vous. Hein. Je pense vraiment que ça va être on peut parler limite de collègues hein, de l'économie sociale et solidaire en région, et où on voit effectivement, par exemple, soit des amapiens, soit des personnes qui sont sensibles à nos thématiques, qui sont petits employeurs. Il y a des choses plus de l'ordre des cabinets de médecins ou des choses comme ça, quoi. Voilà, qui seraient intéressés. Je ne pense vraiment pas qu'une grosse entreprise, en fait, on verra, hein, peut-être qu'un jour ça nous arrivera. Mais vu notre dimension et puis vu notre communication, ce serait étonnant qu'on ait un gros truc comme ça qui arrive. Les entreprises totales ou les choses comme ça font des campagnes comme ça dans les journaux. Oui, mais ils ont leur fondation ou leur fonds de dotation où on doit faire un appel à projet chez eux. Ils ne font pas forcément de dons. Oui, mais et Marc l'évoquait tout à l'heure, les banques, on peut faire des placements bio-éthiques. On s'aperçoit qu'ils ne le sont pas, pas tant que ça. Si vous écoutez un peu la Terre au carré de Mathieu Vidard sur France Inter, il y a eu une émission là-dessus. C'est les placements qui sont éthiques, il y en a pas tant que ça. Enfin, voilà. Moi, ça me pose question, voilà. Je ne sais pas qui peut répondre sur le fond, mais moi, ça m'interpelle, voilà. J'ai terminé. Merci. Juste ce que je pointe, et puis on pourra passer à un autre intervenant, c'est que dans les réseaux de Hauts-de-France, justement, il y a un travail pour interpeller les pouvoirs publics et agir avec eux. Il y a des questions, des remarques, est-ce qu'on ne se substitue pas à l'État-providence ? Et de ce que j'ai compris depuis que j'échange avec vous depuis 2 ans autour de ce projet-là, c'était comment développer l'autofinancement de ce projet-là et qui permet aussi d'aller pouvoir aussi interpeller les pouvoirs publics. Ça n'enlève pas votre rôle d'interpellation des pouvoirs publics et de recherche de coopération avec les acteurs du territoire public. Et au contraire, moi je me rappelle, tu m'avais dit, c'est une manière de dire, OK, en fait, nous, on s'organise, on prend notre part de responsabilité à essayer de lever des financements de dons d'Amapiens aussi, de citoyens, d'entreprises, mais ça devient un argument aussi pour aller interpeller les pouvoirs publics pour dire, voilà, on est prêt à prendre notre part, mais on ne veut pas la prendre on va pas pouvoir, c'est pas non plus notre rôle en tant qu'acteur de faire tout ça par l'autofinancement. J'avais souvenir là que c'était aussi une approche pour renvoyer aussi des responsabilités et ça n'enlève pas, en fait. C'est pas le but de se substituer pour réagir un petit peu. En tout cas, c'est votre philosophie que j'avais, moi qui m'avait marqué. Et clairement, ça marche. C'est ça le pire. Depuis la création de ce fonds de dotation, en fait, on a eu plus de collectivités territoriales qui se sont engagées, qui nous ont débloqué des fonds, que de dons privés. En fait, le fonds de dotation, c'est un argument aussi pour nous, quelque part, auprès des collectivités territoriales. Et ça marche. Du coup, il y a une question. On va continuer cet atelier avec l'intervention de Marilyn. Et juste, je relève un peu la question aussi de Louis, qui est en PACA, au salarié des AMAP de Provence, qui dit: est-ce que ce dispositif peut-il devenir national ou faudrait-il créer des fonds de dotation régionaux? Voilà, c'est des grandes questions où c'est des pistes de travail. Je ne sais pas si on aura la réponse ce soir, parce que ça veut dire des réflexions collectives sans doute importantes. En tout cas, s'il y a des volontés dans d'autres territoires de mener ça, il y a forcément de développer des sortes de cagnottes solidaires finalement au niveau régional et
ou départementale, voilà, et qu'il y en a plusieurs, va se poser la question de mutualiser. C'est un peu les principes aussi de fonctionnement dans le mouvement. Du coup, je vous propose qu'on fasse un petit saut pas de côté, parce que là, on était parti à l'échelle de... Merci Céline. On était parti à l'échelle régionale et on vous propose de repartir sur justement qu'est-ce qu'on a observé dans les systèmes en AMAP et des différents modes de fonctionnement, de cofinancement. Et poursuivre la réflexion collective. Donc Marilyn Métayer, donc, qui est coordinatrice au Miramap et qui s'est prêtée au jeu ce soir d'être intervenante pour apporter un regard sur ce qui se fait en AMAP. Marilyn? Oui, merci. Donc moi, je vais vous parler donc à un autre niveau. Alors, déjà, que ça marche. Comment ça marche? Voilà. Un autre niveau de ces questions de financement, puisque là, on va revenir, on va être au niveau de la map et du réseau d'AMAP. Alors, dans l'exemple de Céline, on était dans le réseau d'AMAP, mais avec d'autres partenaires qui ont créé encore une autre structure. Là, on va être plus sur vraiment donc niveau AMAP et puis réseau d'AMAP, c'est pas voilà, on va dire que on l'a moins observé encore. Parce que là, on est vraiment dans le cadre d'observation, hein. Donc moi, je suis pas une experte des paniers solidaires, loin de là. C'est simplement que avec l'expérience du groupe de travail accessibilité, des différentes rencontres qu'il y a eu, on a observé différents types de mécanismes, donc je vais vous les présenter. Et puis surtout, voilà, moi je regarde de plus près la partie juridique et fiscale qui est importante aussi à prendre en compte pour avoir des systèmes qui soient solides et qui soient pérennes quoi aussi. Et voilà, donc ça renvoie aussi à d'autres questions dans cette recherche d'intervenir dans l'accessibilité pour une AMAP et aussi d'être une AMAP, tout simplement. Donc concrètement, donc on observe 4 grands mécanismes aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment un premier état des lieux qui, au premier niveau, engage uniquement la map, donc c'est interne. Après, il y a un deuxième niveau qui va engager non, qui engage, pardon, le premier, c'est les AMAPiens. Le deuxième, c'est les AMAPiens et la map en tant que personne morale. Et ensuite, dans le système 3 et 4, on va avoir des tiers aussi à la map, le 4 étant des systèmes un peu hybrides. Donc, dans le détail, ça donne des beaux schémas réalisés par Magali, qui est très forte. Voilà. Donc, là, dans le premier cas de figure, donc c'est système interne entre les AMAPiens de la map, tiré d'un exemple donc, où il y a une fiche expérience plus détaillée que vous pouvez aller voir. Je ne sais pas si le lien est actif pour vous, mais de toute façon, on pourra peut-être envoyer le diaporama aux participants. Donc, dans cet exemple, en fait, la régulation, enfin le système entre tarif réduit et tarif plein, il se fait vraiment entre les AMAPiens adhérents à la MAP. Voilà. Donc, et le producteur, il a un chiffre d'affaires qui est fixe. C'est quand même l'objectif, c'est aussi bien sûr que le paysan puisse être une rémunération correcte, c'est le principe de la MAP aussi. Donc, ça permet de maintenir ça et de réguler entre différents types de tarifs au sein de la MAP. Et un des points de vigilance, c'est que ce système, il est hyper pertinent, mais il est très exigeant aussi, puisqu'en permanence, il faut rééquilibrer le montant des tarifs pour s'assurer que le paysan ait bien un chiffre d'affaires fixe. Voilà. Ensuite, deuxième Si, niveau. juste un petit complément. Oui, il y a une affaire oui. aussi de régulation de tarifs, si tu peux repartir en arrière. Et puis aussi, et ça, c'était par exemple un des groupes, une AMAP à Marseille qui disait ça aussi, c'est la proportion
là, par exemple, la Mapopod lyonnaise, il y a un tiers de personnes d'Amapiens qui ont des contrats au tarif réduit ou solidaire et 2 tiers au tarif plein. Et toute la question, elle est de trouver l'équilibre dans le nombre de personnes pour justement voilà, c'est l'enjeu d'avoir un équilibre et donc souvent plus d'Amapiens au tarif plein et moins d'Amapiens au tarif réduit, vu que voilà, les prix se compensent, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. C'est bon, j'ai dit, pardon. Donc, merci. Donc, deuxième système, donc là, on va avoir les Amapiens qui sont impliqués et aussi l'AMAP en tant que personne morale. Donc, les Amapiens qui font partie de l'AMAP, mais l'AMAP en tant qu'association qui va intervenir en créant, alors en abondant dans une caisse ou un fonds de solidarité, donc qu'elle crée elle-même, avec un pourcentage, par exemple, du montant de la cotisation ou par des dons d'Amapiens spécifiquement pour en renflouer, enfin, alimenter cette caisse plutôt. Et du coup, l'AMAP peut payer directement un prix. Alors, c'est des exemples, hein, comment dire. On ne donne pas de conseils non plus, hein, on observe juste, puisqu'on voilà, il n'y a pas encore assez de recul sur toutes ces pratiques, mais on vous donne cette observation, hein. Mais là, dans ce cas de figure-là, donc la MAP paye un pourcentage du prix des paniers aux producteurs, avec toujours cet objectif de prix fixe, enfin de chiffre d'affaires fixe, parce que le prix justement il varie. Et donc un groupe qui bénéficie d'un tarif réduit ou solidaire. Et une petite remarque, voilà. en fait, Oui, Magali. Je complète, c'est qu'il y a Oui. le prix, mais ça devient des tarifs, en fait. Il y a une différence entre, voilà, il y a un prix de référence et après, Oui. le terme tarif, il est important. Voilà, on y reviendra après sur les questions juridiques. Je ne l'avais Oui, pas noté. voilà, sur les questions juridiques et fiscales, tu verras que voilà, ça a une importance. D'accord. Bon. Voilà, vous voyez, on vous fait part de vraiment premiers états des lieux, on défriche, quoi. Après, donc, dans le troisième niveau, c'est un système donc, où là, on va avoir la MAP qui est engagée en tant que personne morale aussi, et avec un tiers à la MAP. Et dans ce cas de figure-là, on peut avoir le cas où c'est la MAP, donc vous voyez ma flèche, ouais, qui reçoit en fait une subvention de public ou d'une fondation par différents moyens. Elle reçoit de l'argent et elle le reverse donc aux paysans. Et le cas de figure numéro 2, c'est un partenariat, une coopération avec une structure tierce qui, elle, va payer le paysan. Et du coup, j'ai même fait le lien du coup pendant l'intervention de Céline avec l'idée de structure relais. C'est un peu dans le fonds de dotation, cette idée d'associer des structures dont c'est le métier, aussi des partenaires dont c'est le métier. Donc, alors CCAS ou une autre organisation associative. Et du coup, les deux cas sont assez différents puisqu'il y en a un où c'est la MAP qui reverse aux paysans et l'autre, c'est la structure tiers qui va, elle, prendre en charge le reste à payer aux paysans. Voilà, Magali. Non, pas de commentaire. Voilà. Parce que c'est vrai que je n'ai pas dit au début, mais c'est Magali notamment qui avait commencé à faire une fiche un peu détaillée sur ces mécanismes. Et puis moi, je les ai repris plus pour questionner l'angle juridique et fiscal. Donc, on est en binôme, du coup. Donc après, il y a les systèmes hybrides où là, on va associer en fait de différentes manières à la fois ces tarifs différenciés au sein de la MAP
Donc la solidarité, enfin un peu le premier cas avec en plus l'intervention de la MAP et d'un organisme tiers, quoi. Et là, effectivement, ouais, il y a cette question du réseau que j'évoquais au départ, finalement, qui est un peu toute nouvelle à être mise sur la table, là, puisqu'on a le réseau Hauts-de-France qui s'est impliqué, comme l'a expliqué Céline, et puis le réseau Auvergne-Rhône-Alpes aussi qui commence à mettre des choses en place très concrètement. Et c'est tout nouveau, donc encore, on va dire qu'on essuie les plâtres, hein, si Bénédicte peut confirmer. Donc du coup, voilà. Du coup, voilà, le réseau, il va pouvoir avoir un rôle de coordination mais du coup, se pose la question après, est-ce que les subventions, elles passent par le réseau? Est-ce que c'est le réseau qui reverse aux paysans, et cetera, quoi? Ça pose tout un tas de questions et on n'a pas encore, toutes les réponses, aujourd'hui. Par contre, on a les problématiques. Donc, les problématiques, autour de tous ces mécanismes, c'est qu'on est bien donc dans une démarche de mutualisation de moyens, où on crée une caisse de solidarité. Donc ça, on est vraiment dans les actions type classiques des mouvements sociaux et de l'ESS, donc dans lesquels s'inscrivent, les AMAP. Et puis dans la charte des AMAP, on a bien, un principe qui est, une alimentation de qualité et accessible avec, une, comment dire? Enfin, c'est plus qu'une perche qui est tendue, quoi. C'est que chaque AMAP, a, enfin, est invité à suivre le principe de chercher à élargir l'accessibilité de cette alimentation à toutes et tous. Après, ça ne dit pas de quelle manière, c'est justement ce qu'on est en train de travailler pour que, ce principe, puisse être, appliqué, le plus, largement possible et tout en étant compatible avec le cadre même de la MAP. Donc les questions qui sont soulevées, donc j'ai essayé de résumer un peu en 3 grandes questions, mais il y en a d'autres, hein, que vous allez sûrement trouver. La première, c'est, déjà, du point de vue de l'objet associatif, il faut, bien, se poser la question: est-ce que c'est vraiment explicite dans l'objet associatif de la MAP ou du réseau AMAP? C'est souvent, voilà, on est pris dans un projet, on se lance parce que ça nous paraît pertinent et compatible, mais enfin l'enjeu, c'est que ça soit plus que compatible, c'est que si vraiment on se lance, que ce soit, hem, aussi explicite, quoi. Ensuite, si une AMAP ou un réseau d'AMAP, intègre la dimension accessibilité dans son objet associatif, quelles conditions mettre en place pour s'assurer de la mener à bien? Tout en gardant au cœur l'objet initial de maintien d'une agriculture paysanne. Voilà, c'est cette notion aussi de métier un peu, on sait qu'il y a des structures dont c'est le métier. L'AMAP ou le réseau d'AMAP se lance, quelles conditions, voilà, mettre en place pour que ce soit, qu'on garde bien au cœur, l'objet même de la MAP, quoi. Ça paraît évident, mais pris dans l'action, des fois, on peut, être embarqué dans des choses, très différentes, quoi. Et enfin, il y a aussi, point de vue très concret de règlement. En fait, on sait que, une AMAP, l'argent ne circule pas par l'AMAP, mais c'est bien un contrat entre un mapien et paysan. Si c'est l'AMAP qui vient à verser de l'argent à paysan ou le réseau, quid de cette relation, contractualisée sans intermédiaire et comment ça pourrait être qualifié d'un point de vue juridique et fiscal? Et évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, ça serait trop facile. Il y a des éléments de réponse et des premières recommandations qui peuvent être faites, où on identifie des points qui peuvent, faire tension et puis des leviers aussi pour, voilà, avancer. Mais, tout ça, c'est vraiment un premier jet, quoi. Donc on vous invite à suivre les travaux et notamment, du coup, je le dis tout de suite, hein, en lien avec, ce qui est écrit aussi par rapport au chantier qui est en cours. En fait, on travaille avec un avocat qui est fiscaliste, déjà sur le modèle de l'AMAP, classique, on va dire. Il y avait une première fiche qui avait été faite
qui précise en fait les informations, risques et conseils liés à la fiscalité des AMAP et réseaux d'AMAP de manière générale, qui a été faite en 2015-2016. Et là, on retravaille donc avec un avocat pour encore avancer sur ces questions et puis être le plus à l'aise possible avec toutes ces questions qui sont très, très importantes et qui relèvent souvent d'experts, etc. Voilà. Et quand on parle du coup d'accessibilité, bah forcément, on vient toucher ces questions juridiques et fiscales. Par exemple, donc j'ai eu un premier échange là avec la personne avec qui on travaille là-dessus. C'était assez rapide, hein, donc c'est vraiment des premiers éléments, mais on en aura plus dans les mois à venir. Voilà, il y a déjà la question de statut en tant qu'adhérent d'une AMAP et de bénéficiaire quelque part donc d'une action de solidarité de l'AMAP. Et voilà, une des premières recommandations, c'est que tout soit plus alors je ne sais pas si explicite c'est le bon terme, mais en tout cas écrit. Entre catégories de membres, bah, il y a les adhérents et puis il y a des adhérents qui peuvent être comme on disait, au tarif plein et puis il y a des adhérents qui bénéficient d'un tarif, pourquoi, et cetera. Enfin, expliquer au maximum les choses par écrit. Ensuite, il y a la question la tension de la démultiplication des buts poursuivis par les AMAP et réseaux d'AMAP, donc c'est un peu ce que j'évoquais en problématique. Et puis, la question de s'appuyer sur des organisations qui sont plus compétentes, dont c'est le métier. Voilà. Et puis après, il y a cette question donc d'intermédiaire et de lucrativité au sens fiscal qui est un peu, quand on n'est pas juriste, qui est un vrai sac de nœuds où il n'y a pas de, comme je disais, hein, il n'y a pas de réponse claire, mais ce qui est sûr, c'est que plus au sein de la MAP et du réseau, on est clair sur ce qu'on fait et que c'est écrit, ben, on se prémunit en fait de tout problème potentiel vis-à-vis de l'administration et d'un point de vue juridique, quoi. Écrit dans les statuts, tu veux dire, Marilyn? Dans les statuts, dans le règlement intérieur, c'est la base et puis, même en AG, en parler, être un maximum, transparent sur la façon de fonctionner, pourquoi on le fait, et cetera, quoi. Mmh. OK. Tu as autre chose, que Voilà. tu voulais rajouter ou on prend un peu la liste des Non, questions, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. C'est bon. Merci. Si tu peux couper ton Voilà. partage d'écran. Hop, je rajoute ma vidéo. Alors, il y a des questions. Alors, il y a Bénédicte qui a une question et en plus, elle en avait écrit une. Donc, peut-être je te donne la parole. En attendant, Marline, il y a aussi Evelyne qui pose toujours la même question. Comment déterminer qui peut être bénéficiaire? Voilà, sachant qu'on a beaucoup discuté sur ce mot de bénéficiaire et que ça, souvent ça dérange aussi de se dire que le but, il n'est pas de quelqu'un. Est-ce que c'est un terme juridiquement voilà, moi je poursuis la question. Voilà, est-ce que c'est un terme juridiquement nécessaire pour justement poser ce caractère social de l'action qui est menée par la MAP ou voilà, ok, juste petite question de vocabulaire. Bah, je pense, parce que alors moi je suis pas du tout juriste, mais par contre c'est le terme que l'avocat a utilisé, en ayant compris, je pense qu'il a bien compris ce qu'on faisait, quoi. Donc, pour lui, oui, effectivement, il a renvoyé à d'autres, types de systèmes de solidarité, voilà, effectivement, c'est un nom, du coup, dont vous avez dû parler dans les précédentes conférences, c'est ça? Bah oui, c'est un terme pas évident et qui pour être acteur, Bah oui. la notion de Mmh mh. bénéficiaire, c'est plutôt celui qui reçoit, alors qu'en AMAP, Bah on a oui, c'est envie sûr. d'être Mmh mh. AMAPien comme les autres. Du coup, Marilyn, Bénédicte, peut peut-être lui soumettre quand même le terme de usager. Parce que bénéficiaire, c'est plus d'aide et action sociale. Usager, enfin, nous, on essaie de le promouvoir pour parler plus de services publics, des choses de ce type-là, juridiquement parlant aussi. Bénédicte, je te donne la parole.
Oui, alors moi, ma question, c'était, alors la première que j'avais posée tout à l'heure, c'était comment la MAP surmonte-t-elle la difficulté d'être intermédiaire dans le cas de figure en fait où elle collecte des dons ou elle reçoit une subvention et donc qu'elle repaye directement une partie du contrat, donc risque d'intermédiaire et donc potentiellement d'être qualifié comme acteur commercial, etc. Et du coup, ma deuxième question qui en découle, c'est si une AMAP réussit à démontrer l'intérêt général du projet, par exemple de son partenariat avec un centre social pour mettre en place des contrats solidaires. Donc, dans une convention, elle montre bien l'intérêt général de ce projet, même si elle-même n'est pas reconnue comme association d'intérêt général. Est-ce que ça suffit pour justifier le fait qu'elle paye directement des contrats? Je ne sais pas si on a des réponses. Hein. C'est les questions qu'on se pose en ce moment et qui sont posées très concrètement par des AMAP qui sont en train de faire ça. Et on ne sait pas encore quoi leur dire. Voilà. Est-ce que ça suffit pour justifier le fait qu'elle paye directement aux paysans? C'est ça Voilà. que tu dis? C'est ça. À partir du moment où on essaye de démontrer que c'est un projet d'intérêt général, qu'il y a une gestion désintéressée. Oui. Je ne sais pas si c'est tellement l'intérêt général, mais c'est peut-être plutôt le fait que ça relève du coup, je ne sais pas vraiment le terme à utiliser, mais du secteur de la solidarité de personnes en précarité. Je crois que du coup, ça en renvoie vers effectivement d'un cadre juridique encore particulier, quoi, par rapport à la fiscalité, si j'ai bien compris, voilà, à ce stade. Mais du coup, je pense que, et c'est ce que j'ai compris des premiers retours que j'ai eus, c'est qu'effectivement, faut que ce soit bien expliqué et qu'on relève de ce champ-là, enfin dans les écrits de la MAP, des statuts, etc., en AG. Et du coup, ça peut expliquer, ça peut justifier en tout cas que la MAP procède de cette façon. Mais c'est important à la fois que ce soit clair pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur, hein, parce que comme j'essaie de le mettre en avant, après on arrive dans comment dire, des dispositifs qui sont quand même complexes à gérer, hein. Il faut aussi que les AMAPiens, et les référents et les bénévoles de la MAP soient prêts à gérer ça. Moi, je trouve que c'est aussi ça, cette question qui est importante, quoi. Du coup, pour l'instant, en fait, on n'a pas encore une réponse ferme, De toute étayée façon, avec... le pire, ce qu'on a compris après avoir fait 3 heures de formation en visio avec notre avocat, c'est qu'en fait, on ne peut même pas répondre nous-mêmes en général. On peut donner des conseils comme on l'a fait dans notre fiche fiscalité, mais suivant l'administration fiscale qui étudiera le cas, suivant la zone géographique, suivant la présentation, les termes utilisés par la MAP. Alors nous, c'est ça qu'on va travailler, c'est qu'on va essayer de donner un maximum d'outils aux AMAP et au réseau d'AMAP pour qu'ils préparent la présentation et la façon de faire. Mais jamais on pourra dire si vous faites comme ça, bah, c'est bon, vous êtes tranquille. Enfin, voilà. Marc, je ne sais pas si tu veux compléter Oui, un peu oui, je me permets dans ce domaine. de rappeler un peu l'histoire. Dans les années, je ne sais plus si c'était 2005-2006, la direction des impôts a menacé les AMAP de l'Île-de-France d'être fiscalisés. On sait, comme dans le réseau des AMAP de Provence, on était propriétaire du terme AMAP, on s'est saisi de ce problème, on a pris des conseils et finalement, on a réussi à gagner sur cette partie-là en disant qu'on n'était pas un intermédiaire. Mais à mon avis, on va avoir du mal à avoir gain de cause si effectivement on est un intermédiaire et qu'on paye une partie au producteur. Moi, je pense que les structures tiers peuvent être intéressantes. Par exemple, de la même façon qu'on fait des cagnottes solidaires pour être en solidarité avec les producteurs, et ça marche très bien. C'est vrai qu'on fait des prêts d'une certaine manière avec le contrat d'apport associatif sans droit de reprise, on fait des prêts à taux zéro. Juste dire que c'est une association créée en dehors de la MAP, quoi. Cagnotte solidaire, parce qu'il y en a qui utilisent le terme cagnotte solidaire comme un fonds de solidarité en interne à la MAP. Et quand tu parles de cagnotte solidaire, c'est une association. Oui, c'est une association tiers de la MAP. Tout à fait, c'est une association tiers qui est indépendante. C'est pour ça que je pense qu'un tiers peut être intéressant.
le fonds de dotation, ou alors, en fait, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, peut-être que la partie qui manque dans la réflexion sur les AMAP, c'est comment on peut agir à l'échelle régionale et pourquoi pas à l'échelle nationale, mais ça, on en parlera peut-être plus. C'est en tout cas une piste de travail à voir. C'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez peut-être vous n'étiez pas au courant, mais on avait monté un fonds de garantie pour les agriculteurs en partenariat avec la NEF. Bon, avec le fonds de garantie, c'était France Active. Bon, moi, je me rappelle bien parce que j'ai été à l'initiative de ça dans Mirapap. Et on voit bien que là, on a utilisé pour la défiscalisation l'association La Nef, de la même manière qu'on utilise la cagnotte solidaire. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir à l'échelle, pourquoi pas régionale, nationale, etc., comme on peut le faire pour les fonds de dotation, notamment, hein, d'autres outils. Oui, Oui. c'est vrai ce que tu dis, Marc. Ça me, c'est Ouais, exactement clairement, le pour retour être honnête, qu'il a fait. Ouais, Céline, pour vas-y. être complètement honnête, la création du fonds de dotation et aussi le partenariat avec Bureau de France, hein, qui eux payent la TVA et les impôts commerciaux, bah, c'est notre stratégie, nous, en région Hauts-de-France, pour ne pas payer directement de denrées alimentaires aux paysans. On sait que la denrée alimentaire va être payée, mais pas par les AMAP, pas par le réseau des AMAP. C'est un tiers dont c'est la mission, dont c'est la fonction, parce qu'il a une mission d'intérêt général plus large, etc., de payer en fait le reste à charge des denrées alimentaires. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, donc je voulais. questions Ouais. ou Marilyn, si, oui, vas-y. Non, mais je voulais juste résumer. Du coup, s'il y a deux choses à retenir, peut-être, c'est que, en gros, quand on veut mener des activités qui commencent, enfin, on a plusieurs. Finalement, c'est la question de l'objet de l'association. Démultiplier les objets associatifs, c'est toujours risqué, en fait, parce qu'on mélange tout. Alors, finalement, le conseil juridique, ça va être plutôt de créer à chaque fois des structures qui sont adaptées, en fait. Et comme on le dit souvent avec Magali, pas faire un couteau suisse, faire un outil qui est performant en tant que tel et adapté, quoi. Voilà, c'est ça. Au-delà même de la question de la fiscalisation, mais dès qu'on commence à tout mélanger, forcément, ça devient obscur pour l'administration fiscale aussi. Et après, deuxième chose, c'est cette question de s'appuyer effectivement, enfin de s'appuyer et même de coopérer avec les structures qui ont les compétences pour, quoi. C'est beaucoup plus puissant quelque part que. Alors, c'est bien aussi. Après, on peut agir à son niveau, mais peut-être sur le premier système qui, voilà, et encore avec le point de vigilance qu'on a donné. Mais si on veut vraiment que ça ait de l'ampleur, on passe à vraiment une autre structure et qui inclut des compétences d'organisation dont c'est l'objet, du coup. Voilà. On faisait une petite synthèse. Bénédicte, tu souhaites réagir parce que du coup, tu te dis, tu exprimes oui, mais l'accessibilité au cœur de la charte. Oui, dans le sens où, quand on met dans les statuts de notre association qu'on s'appuie sur la charte des AMAP, ça veut dire qu'on s'appuie clairement sur un des principes qui est de rendre l'alimentation accessible à tous. Et du coup, ça fait quand même partie de notre objet associatif, quoi, d'une certaine façon. Et après, je me pose aussi la question sur des AMAP alors, j'ai un cas très concret en tête. Une AMAP qui a fait un partenariat avec un centre social pour mettre en place des contrats solidaires pour des personnes qui sont accueillies et accompagnées par le centre social. Le centre social a trouvé le projet génial et a fait une demande de subvention à la mairie. La mairie a accepté et a fait une subvention de 5 000 € pour ce projet. La question qui se pose maintenant, c'est le centre social qui trouve le projet génial souhaite reverser cette subvention à la MAP pour que la MAP puisse payer directement une partie de panier de légumes, une partie de fruits, une partie de pain, une partie de œufs, etc. Et que le centre social n'ait pas à gérer ça en fait. Et les bénévoles de la MAP sont partants pour faire ça. Mais du coup, ils sont très embêtés parce que moi je leur dis mais vous ne pouvez pas faire ça parce que vous vous placez en position d'intermédiaire en tant qu'AMAP. Mais du coup c'est un petit peu inextricable puisque le centre social a ce financement mais n'a pas la compétence, n'a pas la personne qui souhaite faire ça.
de faire ses factures, ses financements, ses suivis, etc. Mais il botte un peu beaucoup en touche, le centre social, là. Hein. Franchement, dans notre région, il y a beaucoup de centres sociaux qui touchent les subventions, qui payent directement le paysan. Hein. Et ils vont même plus loin, ils ont des régies. Ils proposent potentiellement, parce qu'il y a certaines des personnes suivies qui, par exemple, ne pourront payer leur reste à charge qu'en numéraire, eh ben, ils s'organisent pour récupérer la part des usagers et payer l'intégralité aux paysans. Je pense aussi que les centres sociaux, ils peuvent faire un peu plus. Hein. Et pas laisser ce poids administratif-là de gestion d'une subvention publique à une AMAP. Pas forcément la gestion, mais le paiement des paniers, ouais. C'est là où peut-être il y a des enjeux c'est là où je vois l'heure qui tourne. Se dire à un moment comment ces questions-là qui se posent à l'échelle d'un petit centre social et d'une AMAP en fait ne soulèvent pas des problématiques plus larges et à l'échelle de territoire et au niveau national. Est-ce que finalement ce sont ces deux seules structures qui doivent s'occuper ou être les seuls en tout cas à gérer ce sujet-là? Et du coup, je vous propose, ça renvoie à des questionnements aussi peut-être d'organisation collective et de notre système et les limites de nos initiatives isolées ou individuellement, qui bricolons, tentons des choses avec aussi des limites organisationnelles, structurelles. Et du coup, Marc, Marc, je vais te laisser la parole. L'idée, c'était de reprendre de la hauteur. Donc, on botte en touche pour le coup sur ta problématique, Bénédicte, même si je pense que je l'ai noté moi dans le pad. C'est à creuser, mais voilà, pour reprendre de la hauteur sur les grands chiffres autour des questions d'enjeux macroéconomiques et les pistes plus globales qui se dessinent aujourd'hui dans la société et qui pourrait être aussi source d'inspiration pour des actions collectives. Ok. Bon, je quitte ma casquette de membre du GT Accessibilité pour prendre celle de responsable d'un des chantiers du Labol de l'ESS sur agriculture et alimentation. Et donc, ce que je vais présenter, c'est suite à une étude qu'on a réalisée qui s'appelle l'Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité. Donc, on a travaillé aussi sur l'aspect macroéconomique, le financement de la solidarité alimentaire. Alors, première remarque, on a aujourd'hui relativement peu de chiffres. On a des chiffres qui sont estimatifs, mais qui sont totalement dépassés. C'est-à-dire qu'on a des chiffres sur le financement de l'aide alimentaire, qui est certainement, effectivement, évidemment, la part la plus importante de la lutte contre la précarité alimentaire, puisque c'est par là que tout passe pour le gouvernement. Donc, cette étude montre qu'en 2018, sur la base des chiffres 2017-2018, il y avait une dépendance de l'aide alimentaire de 1,5 milliard qui se décomposait en trois parties. La première, c'était le financement public, un petit peu moins d'un tiers, 31%, et ça, je le détaillerai un peu plus tard. L'autre, des financements privés, et l'autre, le bénévolat. Alors ça, c'est le premier aspect. Puis l'autre aspect, évidemment, c'est l'évolution. Alors, ce terme bénéficiaire est vraiment horrible, c'est vrai que je l'ai utilisé. Aujourd'hui, le Secours populaire ne l'utilise plus, et la Croix-Rouge non plus. Beaucoup disent soit personne soutenue, personne... il faudrait qu'on trouve un autre terme. Mais en tout cas, quand on voit le nombre de personnes qui ont été bénéficiaires de l'aide alimentaire, malheureusement, j'utilise ce terme, c'est 2,9 millions en 2009, 5,5 millions en 2017, et on estime à 8 millions en 2021, enfin plutôt d'ailleurs en 2020, dès 2020, notamment avec la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait une explosion effectivement de la précarité et qu'il y avait beaucoup de travailleurs pauvres et toute une nouvelle catégorie de personnes qui venaient à l'aide alimentaire. Donc on estime globalement à peu près à 10 millions de personnes qui sont en situation de précarité, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 13-14% de la population. Et puis, donc, comme je disais, les données sont bien connues sur l'aide alimentaire,
mais pas sur la solidarité alimentaire, et notamment sur toutes les initiatives qui sont menées par… alors, pas les jardins de cocagne, parce que le réseau de cocagne est en fait soutenu par le gouvernement. Donc ça, il est pris en charge aussi dans les chiffres. Alors, on va s'intéresser donc à des sources de financement alternatifs. Et actuellement, pour partir de ce qui existe aujourd'hui et décomposer les sources de financement, le financement public, alors on estime à peu près à 2 milliards. En fait, moi, je pense que c'est ça, puisque c'était 1,5 milliard avant. Évidemment, c'est des chiffres approximatifs. Alors, le financement public, il est décomposé en 3 parties. Alors, il y a l'Europe qui accorde son aide à travers le FEAD, c'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Allez, on va dire jusqu'en 2019-2020, le FEAD, c'était à peu près 75 millions. Et là, sur la nouvelle fournée qui est prévue entre 2021 et 2027, on a 840 millions. Donc, c'est à peu près 120 millions d'euros par an. L'État aussi participe de 2 manières. Une première manière à travers la fiscalité, c'est-à-dire en défiscalisant un certain nombre de dons des particuliers et des entreprises. Et ça, c'est assez considérable, hein, c'est à peu près 250 millions. C'est difficile à dire parce qu'en tout cas, c'était 225 millions en 2017-2018. Donc, je ne peux pas vous donner le chiffre, je ne suis pas à l'administration. Et puis, il y a aussi des aides complémentaires, c'est-à-dire de l'État lui-même au fonctionnement. Et notamment, on a vu le plan de relance, une aide spécifique à l'aide alimentaire qui a été donnée en 2020, 2021, etc. Et enfin, les collectivités locales qui ont une part importante. C'était 122 millions en 2017, ça doit être autour de 150 millions aujourd'hui. Et donc, c'est une aide qui passe principalement par les CCAS. Et puis, on a, à travers ça, à travers le CCAS, de nombreuses interventions. Alors, il y a des bons alimentaires, il y a des donations directes en espèces, mais il y a aussi des chèques d'accompagnement personnalisés, il y a aussi des colis alimentaires. Et puis, les collectivités locales sont aussi, en partie, elles lancent des épiceries sociales et solidaires parfois, elles en gèrent certaines. Donc, c'est très important. Et puis, le financement privé qui est un peu plus important encore. Et pointons un petit zoom sur les dons en nature. Alors, les dons en nature, c'est principalement ce qui est donné soit par la grande distribution à travers la défiscalisation de ces surplus alimentaires. C'est terrible de penser que ça s'appelle un don parce que la grande distribution fait de l'argent là-dessus. Et donc, c'est aussi une défiscalisation des industries agroalimentaires. Ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple sur les banques alimentaires, sur l'aide alimentaire, c'est à peu près 50% de ce qui est fourni en aide alimentaire. Hein. Ça provient des surplus alimentaires. Et puis, on a les dons des entreprises et des particuliers. Alors ça, c'est la contrepartie de la fiscalité, c'est-à-dire que c'est des entreprises ou des particuliers qui font des dons, notamment à des associations d'aide alimentaire qui, elles, sont défiscalisées à 75%. Et enfin, il y a du bénévolat qui était estimé en 2018 à 500 millions, qui est certainement beaucoup plus important. Voilà pour le constat des sources de financement actuelles. C'est important de le dire, parce qu'on se rend compte que ce qu'on demande, c'est vraiment peanuts par rapport à ça, c'est-à-dire les 20 ou 30 000 euros qui sont demandés de ci, de là. C'était par les paniers marseillais pour trouver effectivement une cinquantaine de paniers. Donc voilà, on sait que c'est à peu près 600 euros par an. C'est quand même coûteux. Donc, ça représente de l'argent. Il faut les trouver. Alors, les financements alternatifs, comment on peut les imaginer d'une part? On peut les imaginer par l'idée de renforcer le pouvoir d'achat des personnes précaires pour leur donner le choix de se nourrir comme elles le souhaitent. Et donc, aussi, de financer aussi les opérations qui contribuent au renforcement du pouvoir d'agir, d'assurer une pérennité dans les actions soutenues, ça c'est très important parce qu'on a des tas de plans de relance et de dispositifs qui fonctionnent 1, 2 ans et puis après il n'y a plus rien. Et puis surtout de flécher les financements vers des produits de qualité. Alors, je vous présente plusieurs dispositifs. Il y a les dispositifs finalement généraux qui ne sont pas dédiés à la précarité alimentaire mais qui sont dédiés à la lutte contre la précarité. Évidemment, il y a
le premier que vous connaissez bien, le revenu universel, qu'on appelle aussi revenu de base, allocation universelle, etc., et qui a été porté par des politiques. Et donc, c'est un revenu qui est inconditionnel, indépendant des ressources qu'on a, donc octroyé à toutes et à tous. Et les propositions, ça va, alors je dis de 500 à 800 euros par mois, suivant les personnes qui les proposent, que ça soit de droite ou de gauche. Mais on voit que c'est une dépense qui est entre, je sais pas, 300-400 milliards et 800 milliards. C'est énorme. Donc, ça veut dire que c'est une politique volontariste contre la précarité. Tu disais 300-400 milliards? Ah bah oui, si tu multiplies 5 à 800 euros par mois par le nombre de personnes, par le revenu universel, c'est-à-dire qu'il est octroyé à tout le monde. Ouais. Il y a 66 millions, enfin voilà, ça fait beaucoup. Il suffit de faire le calcul, c'est énorme. Ouais. Le minimum social garanti, là, il n'est pas destiné à tous, mais aux personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et il est souvent entre 600 ou 500 et 600 et 850 euros. Alors, c'est un dispositif notamment qui a été proposé par le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Et donc, ça a été expérimenté d'ailleurs à Grande-Synthe, qui est une ville du Nord que vous connaissez, qui est une ville qualifiée de durable, enfin résiliente. Donc, c'est un autre dispositif. Alors, 600 à 850 euros aussi, c'est pas rien au niveau d'une population. Mais c'est finalement l'idée de relever les minima sociaux. Et enfin, il y a d'autres propositions plus catégorielles qui sont notamment le RSA jeune. Alors, l'attribution du RSA aux 18-25 ans en difficulté qui n'ont pas de dispositif de soutien. Donc, vous voyez que le RSA, c'est à 560 euros par mois. Alors, notamment, la métropole de Lyon en a fait la proposition. Alors, c'est pas une substitution à l'État, à mon avis, c'est plutôt une pression politique pour que l'État prenne ses responsabilités par rapport à ça. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est que ces dispositifs permettent de lutter contre la pauvreté. Elles redonnent du pouvoir d'achat aux personnes plus précaires. Elles leur redonnent la possibilité de choisir ce qu'elles veulent manger. Et il y a un certain principe d'égalité pour le revenu universel. Mais la limite, c'est qu'on ne flèche pas forcément ces dépenses sur l'accès à une alimentation de qualité. Alors, il y a une deuxième proposition qui a été réalisée par la Convention citoyenne, qui sont les chèques alimentaires pour les personnes précaires et pour accéder à des produits de qualité. Alors là, bon, souvent on parle de 50 à 100 euros, en tout cas la mission qui avait été portée par La République en marche parlait plutôt de 50 euros par mois. Ah, c'est intéressant parce que si on finance les paniers de légumes, par exemple les paniers marseillais, c'était 15 euros par mois, bon, on n'est pas loin. Alors, c'était une proposition qui a été lancée comme ça. Macron s'est engagé à le faire, mais sans vraiment s'en donner les moyens. Et évidemment, c'est intéressant sur le papier, mais ça pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, qui prend en charge effectivement la gestion des chèques alimentaires? Bon, on pense souvent au CCS, dont c'est le rôle principal, qui sont les distributeurs. Les AMAP ne sont sûrement pas sur tous les territoires, puisqu'on n'est pas présent partout. Et on sait qu'il y a des déserts alimentaires. Et on sait qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de distributeurs, à part la grande distribution, qui propose des produits dits bio, hein, parce que les produits des grandes surfaces, c'est de la bio industrielle. Donc, et puis, il y a la critique qui est faite aussi. Là, on pourrait avoir un grand débat et je pense que ça serait intéressant d'en avoir. Là-dessus, je pense que Miramap devrait faire des propositions, puisqu'on a parlé finalement dans cette proposition de chèques alimentaires qui pourraient être destinés à acheter des paniers de légumes en AMAP. Ça a été dit dans la presse. Hein. Je trouve que c'est intéressant de se positionner et que le Miramap se positionne et fasse des propositions. Donc, c'est peut-être aussi un des points sur lequel on pourrait intervenir. Bon, il y a cet aspect du dispositif adjonctif qui a été beaucoup critiqué par les associations d'aide alimentaire, mais pas que. C'est le fait de dire, de mettre en place un dispositif adjonctif qui oblige les gens à aller dans des Biocoop ou ailleurs, etc. Ça ne va pas. Bon, en tout cas, ça prête à discussion. La dernière proposition, c'est la SSA, la Sécurité sociale de l'alimentation, qui est portée par un collectif dont Miramap fait partie, mais pas que. L'idée, c'est d'avoir un principe d'universalité, c'est le principe de la sécurité sociale qui avait été créé en 1945,
150 € par mois pour tous, c'est-à-dire que c'est comme l'allocation universelle. Donc ça, on aura sa propre carte vitale et on pourra aller finalement acheter ces légumes. Alors ça, il faudrait définir effectivement quel type de produit auprès de commerçants qui sont conventionnés. Et l'idée, surtout, c'est aussi de travailler avec des producteurs, des distributeurs, etc., des agriculteurs qui sont conventionnés. Et l'un des points importants, c'est toujours la démocratie alimentaire, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui décident de ce qu'ils veulent manger, c'est-à-dire des besoins qu'ils peuvent avoir sur un territoire. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant parce que, bon, évidemment, l'idée, c'est d'avoir un impact sur la transformation du système alimentaire et donc aussi sur l'agriculture. C'est de permettre d'avoir un principe d'égalité, de l'accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité, et c'est la démocratie alimentaire. Mais par contre, d'abord, c'est un dispositif national qu'on ne peut pas mettre en place à l'échelle locale, a priori. Et puis, la question qui l'interpelle, c'est comment on définit les produits d'un point de vue démocratique. Est-ce qu'on ne met pas des critères minimums? Vous savez que c'est une discussion qui a eu lieu, qui a été âpre au sein du réseau des AMAP, qui est aussi âpre dans les supermarchés coopératifs et dans toutes les initiatives alternatives. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met comme critères sur les produits? Évidemment, il y a des critères sociaux, il y a des critères de la taille des entreprises, il peut y avoir des critères aussi sur la question de l'équitabilité, de la rémunération, etc. Bon, et puis des critères de qualité. Donc ça, c'est une discussion qui est actuellement dans le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation et dont on n'a pas fini de terminer. Voilà. Donc moi, je voudrais ouvrir effectivement la discussion sur autre chose, c'est-à-dire, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est nous-mêmes à l'échelle nationale et à l'échelle du Miramap, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, alors soit à l'échelle du Miramap, soit en s'alliant avec d'autres partenaires sur cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion qui dépasse les régions et qui pourrait nous permettre d'avoir un impact plus important et non pas de bricoler à l'échelle régionale? Bon, c'est une question, en tout cas c'est un débat, on ne va pas le régler aujourd'hui. En tout cas, c'est des pistes de réflexion qu'on pourra avoir pour l'année prochaine. En tout cas, comment on peut mutualiser des ressources, des dispositifs de financement, etc. Voilà, je m'arrête là et puis place à la discussion parce qu'il est déjà assez tard, donc j'arrête. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de clarification, de compréhension que vous auriez à poser à Marc? Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis après, là, on ouvre aussi, il nous reste 12 minutes 30 voilà, pour aussi être dans un échange libre. Donc, on invite chacun à réagir, à s'exprimer sur les pistes ouvertes. Voilà, on tenait à cette dernière intervention qui était dans une approche d'ouverture pour justement monter aussi en réflexion collective sur au-delà de nos initiatives en AMAP pour aller questionner un petit peu l'échelle de notre système. Donc, et ouvrir des pistes pour surtout l'année à venir. Mais on est preneur là de vos réactions, de vos réflexions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer? N'hésitez pas à noter parole dans le... Les slides seront transmis. Hein. J'aime bien Evelyne dit des solides. C'est beau, c'est joli ça, au lieu des slides. Non, c'est pas moi, c'est le truc qui tape ce qu'il veut. Ouais, c'est super. Non, ce que j'aimais bien, je vais faire juste un petit commentaire, c'est dans la présentation de Marc, c'est que ça ouvre la réflexion. Effectivement, ça pose beaucoup de questions, quoi. Mais bon, c'est tout.
Jean-Valérie, tu demandais la parole, donc je te la donne. Je suis perturbé parce que je repars avec plein de questions et c'est vrai que nous, on s'est pas posé toutes ces questions-là et je comprends qu'elles doivent se poser, mais on avait des adhérents qui étaient un peu en difficulté, on a décidé de les aider, donc on fait des dons comme ça. Pour l'instant, on les a fait en liquide. On n'a pas l'impression de frauder l'État. C'est-à-dire que l'argent, nous, on paye, certains payent un peu plus cher leur panier, puis d'autres, ils peuvent payer un peu moins cher, et puis tout va quand même aux paysans au final. J'ai pas l'impression d'être un fraudeur, mais c'est vrai qu'on vient de s'inscrire en préfecture parce que voilà, mais ça pose un problème juridique. Ouais. En tout cas, j'espère que vous allez continuer le travail que vous faites, Mirama, par rapport à l'avocat, tout ça, et nous donner des pistes, parce que nous, on est dans le circuit court, quoi. On voit, comme si je vois mon voisin qui a du mal à charger sa voiture, je lui donne un coup de main, on se pose pas de questions, quoi. On a foncé, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Du coup, on devient un petit peu intermédiaire et je sais pas comment on peut éviter ça. Enfin, voilà. Je repars avec plein de questions et ça me perturbe. Je vous remercie. J'ai terminé. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à Jean-Valérie ou de témoigner de même état de questionnement? Oui, je veux bien intervenir. Oui, Eric. Pour Jean-Valérie, si les AMAPiens ont des tarifs différents, la MAP n'est pas intermédiaire et ne reverse pas aux producteurs, donc il n'y a pas de souci fiscalement. Après peut-être, Jean-Valérie pourrait préciser, il me semble que vous avez lancé un financement participatif, c'est ça? Jusqu'à présent, c'était les dons. Alors, c'était une caisse de solidarité, une boîte où les gens donnaient. Et puis après, on redonnait. On a décidé de payer la moitié du panier. Donc, la famille payait que la moitié. On a fait un avenant. Effectivement, on a fait un avenant avec les prix moins chers. Et l'autre moitié a été versée en liquide aux producteurs, aux paysans, quoi. Voilà comment on fonctionne. Et cette année, on a 2 familles, mais et on a envie d'ouvrir une petite cagnotte pour compléter nos dons parce que la générosité de nos AMAPiens ne suffit plus, il nous manque un petit peu, donc c'est pour ça qu'on s'est inscrit en préfecture. Voilà comment on fonctionne, nous. J'ai terminé. Marc? Oui, il y avait une question de Sylvia par rapport aux acteurs médicaux, et je trouve c'est intéressant parce qu'on a la contradiction, effectivement, dans l'État. Il y a la proposition, effectivement, le plan national de nutrition PNNS 4, qui est vachement intéressant, il faut le dire, et c'est exactement ce qu'on veut. Mais c'est la contradiction entre manger des fruits et des légumes de qualité. Ça, c'est effectivement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'alimentation, ça a un impact sur la santé. C'est reconnu aussi par les instances de l'État. Mais par contre, on fait de la publicité pour des trucs merdiques. On promeut les circuits commerciaux, effectivement, qui ont un impact extrêmement négatif sur la santé. Donc ça, c'est la contradiction. C'est le paradoxe de notre société. Évidemment, c'est le primat à la rentabilité sur la santé, ça on le sait. Sur l'aspect juridique, moi je pense que la solution, parce que ça avait été présenté par Marilyn, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les personnes qui payent plus et les personnes qui payent moins, on est tout à fait dans une situation légale. C'est quand on commence à faire une caisse de solidarité qui elle-même intervient finance le producteur, finance l'achat des produits, que ça ne va pas. Autrement, on a tout à fait le droit de faire ça. Vous savez qu'il y a eu plein d'initiatives en France. Il y avait une initiative près de chez nous en Provence, c'était Solidal, c'était une épicerie où il y avait des prix différents. C'est le cas aussi des épiceries solidaires, mais on peut payer des prix différents, c'est tout à fait autorisé, à partir du moment où c'est le règlement de l'association. Après, moi, juste pour rebondir, en fait, le but, il me semble aussi d'avoir ces éléments de connaissance juridique et fiscale. C'est
c'est important pour agir. Après, voilà, ce que vous avez lancé et expérimenté, voilà, c'est pas forcément illégal. Vos intentions, dans le sens où vos intentions n'étaient pas dans le but de d'être dans une action contraire à des principes. Donc l'intention, elle compte aussi énormément. Voilà. Et puis ce que vous expérimentez, en fait, c'est que ça crée aussi une dynamique collective dans votre AMAP de prise de conscience qu'il y a des problèmes économiques entre les mangeurs et de se dire, bah, et pas de se voiler la face et ou de se mettre des œillères. Après, le chemin, bah, justement, vous avancez là-dessus et petit à petit, bah, en tout cas, nous, j'espère qu'au niveau du Miramap, mais j'invite vraiment aussi à l'échelle des réseaux qu'il y ait justement une action collective pour justement se dire bah, c'est aussi des problématiques collectives et qui dépassent aussi des problèmes individuels de membres d'une AMAP. Et comment ça, à l'échelle d'un réseau, on s'en empare et on crée des outils nouveaux. Et voilà, et je pense que c'est là un peu l'avenir aussi de se dire ben, on sort de l'entre-soi lié à ces problématiques. Quoi, voilà, il y a ce premier niveau de conscientiser dans un groupe et puis après de les porter aussi à connaissance des autres AMAP. Est-ce que les autres AMAP de votre coin, elles rencontrent ces difficultés-là? Ah, bah, peut-être, oui. Ah, bah, c'est là, oui, en inter-AMAP, à l'échelle d'un réseau, mais ça peut être aussi une inter-AMAP locale, il y a peut-être quelque chose à créer. Et c'est là où on travaille sur, pour moi, en tout cas, une approche euh, des problématiques sociales de fond, quoi. Donc, continuer à cheminer, à réfléchir, sans se mettre non plus le. Quoi, moi, ça me fait. Du coup, je me dis, waouh, il n'y a pas à culpabiliser, en gros, de vos actions. Voilà. Et en plus, vous êtes là autour de la table, donc c'est que vous avez envie de poursuivre et sereinement. Et voilà. Du coup, voilà, c'était ma petite remarque. Eric, est-ce que tu veux reprendre la parole ou tu as oublié de baisser ta main ou... Non, non, j'avais oublié de baisser la main. Par contre, Euh, excuse-moi, pour répondre à Sylvia, c'est intéressant. Elle dit le montant de la cagnotte ne peut-elle pas être lancé par le producteur pour aller directement dans ses fonds? Bon. Évidemment, alors, souvent, les financements participatifs qu'on fait, hein, moi je pense par exemple à un copain qui est producteur de pommes et dont toute effectivement la production est à geler, bon, bah, fait appel, utilise Mimosa aujourd'hui pour pouvoir mettre en place en tout cas des équipements qui permettent de lutter contre de faire des actions de prévention contre le gel. Alors, on pourrait tout à fait faire ça, hein, ça fait partie des outils qu'on pourrait mettre en place. Malheureusement, bah, vous savez, un financement participatif, c'est quelque chose qui est ponctuel, c'est un one-shot. Hein, donc, il y a aussi la question de la pérennité de l'action, c'est ça aussi à voir. Donc, oui, pour une action temporaire, non pour une action pérenne, quoi. Je ne sais même pas si les paysans ils savent comment en plus référencer ça dans leur compta. Ouais. Question ouverte à tous. Il y a Evelyne qui demandait la parole. Oui, vas-y. Evelyne? Ah, pardon, je n'avais pas compris. Je vais certainement être un peu confuse parce que justement, je ne le conçois pas très clairement. Je suis mal à l'aise et je pars avec beaucoup de questions, mais ce n'est pas de ce soir, hein, c'est depuis qu'on a lancé ces webconférences. Les AMAP, on est heureux de reprendre du pouvoir parce que c'est simple, c'est local et voilà. Quand on essaye de réfléchir au macroéconomique, à ce que devraient être les lois, etc., ça nous échappe complètement, ces choses-là.
est-ce que ces choses-là ne devraient pas être portées plutôt par les partis politiques? OK, on peut inspirer les partis politiques en leur donnant des idées qui viennent du terrain, et nous sommes des spécialistes du terrain au niveau de l'alimentation. Mais les Amapiens, c'est des gens simples qui font un acte d'adhésion. Après, ils prennent conscience des enjeux agricoles petit à petit. On est un mouvement d'éducation populaire et je pense, enfin, il y a un paradoxe à réfléchir au macroéconomie. Enfin, pour moi, hein, j'ai un sac de nœuds dans ma tête entre réfléchir à quelque chose qui est macroéconomique, qu'est-ce qu'il faut pour tout le monde et qu'est-ce qu'il faut localement pour les gens que je connais, puisqu'on a un dispositif de proximité. Alors qu'on pense à autre chose, je pense que c'est bien parce qu'on ne va pas rester chacun dans notre coin. Il faut qu'on se connecte aux autres et qu'on réfléchisse au système. Est-ce qu'on va arriver avec notre système à mettre en l'air le rouleau compresseur de l'agro-industrie? Je ne crois pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça, mais je ne vois pas ce que le Miramap peut dire là-dessus. Parce que si on part vraiment sur des choses, ça doit être universel comme ci, comme ça, mais je veux dire, on ne sera jamais suivi par les Amapiens, ils ne sont pas adhérés pour ça. Et en même temps, si on en reste là, on est totalement inefficace et quelque part, on a envie de changer le système. Je ne sais pas quoi, moi, ça me laisse assez perplexe. Je pense qu'on a encore du boulot pour réfléchir. Et je pense qu'il faut laisser les portes ouvertes, justement, pour nous aider à réfléchir, quoi. C'est en ça où la SSA, des fois, je me dis, mais c'est génial. Puis après, je me dis, mais c'est une utopie, comment on l'atteint? Il faut quand même nous dire comment le chemin. Quand on fait une utopie, quel est le chemin pour l'atteindre? On n'est plus en 46, il n'y a plus le PC, il n'y a plus la CGT. Je ne sais pas si vous voyez l'ambiance politique qu'il y a en ce moment. Voilà, donc, mais ça fait réfléchir. Hein. Mais ça me paraît tellement loin de. Je ne sais pas, moi j'étais à la fête de mon AMAP hier pour la fin du confinement et des couvre-feux. Franchement, on était loin de ces réflexions-là. Hein. Voilà, c'est se dire, il y a une espèce de grand écart qui est un peu inconfortable, mais c'est bien hein, d'être inconfortable. Hein. Ça fait réfléchir. Hein. D'être chacun dans son train-train, ça ne va pas. Hein. Bon, voilà, j'ai dit. Je ne vais pas vous aider. Hein. En tout cas, il y a Dany et Flore qui te remercie d'exprimer ce qu'elle parvenait pas forcément à conceptualiser ou à nommer ou à mettre en mots et qui rejoignent ton sentiment d'inconfort partagé. En tout cas, une des premières choses, il me semble qu'au Miramap, on peut relever, c'est qu'il y a de plus en plus d'AMAP et d'AMAPiens qui s'interrogent, cherchent des solutions, expérimentent des choses et voient aussi des limites et qui renvoient aux limites aussi organisationnelles de et les défaillances de notre système. Et rien que ça, le dire, en fait, c'est peut-être aussi se faire le relais de situations locales et de précarité aussi qui crée de l'indignation et l'envie d'agir, quoi. Et c'est peut-être pas grand-chose, mais il me semble beaucoup, en tout cas, d'interpeller, de faire des remontées aussi que les solutions, on peut les chercher par nous-mêmes. Et il y a aussi après à renvoyer aussi aux responsables leur propre responsabilité. Je veux dire juste un mot un peu plus optimiste quand même. J'étais aussi à la réunion du GT Accessibilité en Île-de-France. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais des AMAP très militantes. Et on va faire ce qu'on sait faire en AMAP, un guide des bonnes pratiques pour déjà faire circuler les bonnes idées. Et ça, on sait faire. C'est bien, tu ouvres sur la suite, c'est un peu la conclusion. Moi, j'aimerais juste donner une piste de travail aussi qui me semble importante. On a discuté avec Magali tout à l'heure. On se rend compte que, bon, vous savez qu'il y a eu dans le cadre du plan de relance, il y a eu des appels à projets. Et puis, il y a des dispositifs qui font appel aux AMAP, hein, notamment les chèques alimentaires. Donc, on est beaucoup cités, mais on n'est pas du tout soutenu. Ça, c'est la contradiction et le paradoxe. Et il faut s'interroger par rapport à ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des dispositifs qu'on pourrait… alors, est-ce que c'est un travail de lobbying? Mais c'est un travail de réflexion sur le type de financement qu'on pourrait avoir à l'échelle nationale
et auxquels on pourrait prétendre, parce qu'on n'arrête pas de parler des AMAP, de ce type de système. On est soutenu en tout cas dans la pensée, dans les paroles, mais pas du tout dans les actes. Donc, je crois qu'il y a un chantier à réaliser par rapport à ça. En tout cas, il y a une discussion à avoir ensemble sur cette question. Le réseau Cocaigne, vous savez que ça fait 20 ans, 30 ans qu'il travaille sur les questions de financement. Ce n'est pas parce que c'est uniquement de l'insertion par l'activité économique, mais parce que son fondateur, Jean-Guy Henkel, et maintenant aujourd'hui Dominique S, Julia Haddad, etc., travaillent énormément sur cette question du financement. Donc, c'est une réflexion qu'on peut se poser, mais en tout cas, je vous invite à ouvrir ce débat. En tout cas, je nous invite à ouvrir ce débat pour l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Rendez-vous à la rentrée, aux 20 ans, dans le grand week-end à Marseille, où on proposera un atelier. Ouais. Notamment, on va en discuter au sein du groupe de travail, mais proposer un atelier sur l'accessibilité. Donc voilà, ça peut être aussi le prochain et premier rendez-vous de la rentrée, les 2-3 octobre à Marseille pour Week-end festif national des 20 ans. Voilà. Et puis, on concoctera la suite du programme et bien sûr, on le diffusera très largement. Tu voulais redire un petit mot, Evelyne ? Et puis après, on va se dire au revoir. Parce qu'en 31, on a dit qu'on tenait l'heure dans nos rendez-vous. Donc. Le cycle de conférences ne devait pas se terminer par un livrable. Eh ben, on va en discuter le 20 juillet sur tout à fait comment on transforme tout ça en guide, en boîte à outils, en vidéo sur les interventions phares. Voilà, ça fait partie effectivement des grands sujets à travailler. Okay. Merci à tous pour votre participation, aux 23 participants de cette dernière. Et puis, à très bientôt à tous et toutes. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir.